bonjour et merci de tenir le coup malgré ces cours dont je réalise qu'ils sont un peu austères par l'illustration. Quand vous pensez aux merveilleuses illustrations du Genji Monogatari, n'est-ce pas, c'est vraiment péché, Tsuminari, que de ne pas vous les montrer, mais je privilégie les textes qui sont pour moi aussi beaux que les illustrations. Vous trouverez facilement sur l'Internet tout ce que vous voulez, en tapant sur images Genji Monogatari, vous trouverez de très beaux, de très belles reproductions. J'essaierai le dernier cours de ponctuer un peu plus, de façon un peu plus illustrée ce que je dirais, mais pour l'instant, j'ai beaucoup de citations, j'en suis désolé, je préfère les donner plutôt que des illustrations. Alors, nous avons, au cours précédent, vu la dualité religieuse qui s'exprime dans le chapitre 10, Sakaki, ou l'arbre sacré, comme le traduisent la plupart des traducteurs, avec une première partie de ce chapitre qui se déroule sous le signe de la vitalité propre au culte des dieux japonais, les kamingami, vitalité symbolisée par les feuilles toujours vertes de l'arbre Sakaki, et qui est aussi un élément majeur des poèmes japonais, des waka, dits Kagurauta, chantés lors des rites consacrés aux dieux et constituant un sous-genre important des recueils poétiques impériaux. Nous avons ensuite vu comment le Genji, passant de la poursuite de l'une de ses anciennes maîtresses, encore une évidemment, Rokujo no Miyasu Dokoro, qui le fuit en se rendant au sanctuaire d'Issei, donc passant de cette poursuite-là à celle de son grand amour interdit, l'impératrice Fujitsubo, qui cherche, elle, à entrer au couvent bouddhique. Le Genji donc change en même temps de registre de référence. C'est du moins ainsi que le fait agir la narratrice, qui se fait passer aux yeux du lecteur pour le témoin fidèle de ses actes. Nous passons alors de la pérennité du Sakaki, à l'impermanence, de la vitalité à la componction, comme nous l'avons vu dans les deux couples de poèmes échangés dans les deux épisodes. Je vous ai montré aussi que je vous avais dit que normalement les Kagurauta sont tout à fait dépourvus de sous-entendus bouddhiques, mais je pense l'avoir souligné, si je ne l'ai pas fait, je le dis ici, lorsque le Genji envoie à la Rokujo no Miyasu Dokoro un poème où il dit Iromo kawaranu sakaki. Évidemment, ce Iro est le sakaki qui ne change pas de couleur, mais c'est aussi Iro au sens de ma passion amoureuse qui ne change pas, n'est-ce pas? Donc on pourrait dire que là, il y a un sous-entendu bouddhique. Il nous faut aujourd'hui poursuivre l'examen d'une partie importante du même chapitre consacrée à l'exposé relativement détaillé du séjour que fait le Genji dans un monastère où le pousse sa frustration face à l'inexorable volonté de Fujitsubo. Son propre éloignement n'est nullement motivé par un désir de religion. Il craint de paraître désœuvré aux yeux des gens à cause de son désarroi. Shito waruku tsurezure ni obosaru reba, dit-il. Je ne sais pas si j'ai déjà mis. Oui, voilà, oui. Tsurezure ni obosaru reba. Alors, waruku ou waroku, je préfère la lecture waroku qui est un peu plus rare, mais c'est un caprice. C'est pourquoi, sous le prétexte d'aller admirer la lande d'automne, Akino no Mitamai Gatera, le plaisir d'aller admirer la lande d'automne, il se rend dans un temple du nord de la capitale du nom de Urin. Alors, vous l'avez ici, n'est-ce pas, la deuxième ligne, c'est écrit Un-rin-in, mais on prononce par attrition tout à fait commune, Urin, et même, semble-t-il, dans les dialectes de Kyoto de l'époque, et certains commentateurs reprennent cette prononciation un peu baroque, mais qui justement plaît par son aspect même étrange, Uji, n'est-ce pas? Je n'insiste pas sur la façon dont les différents phonèmes changent, mais donc Un-rin-in passe à Uji. Donc il se rend dans ce temple du nord de la capitale, qui n'est pas un endroit imaginaire, mais un temple qui existe encore dans le nord de Kitaku de Kyoto, n'est-ce pas, l'arrondissement nord de Kyoto, et qui dépend actuellement de l'école Rinzai-shu, une école zen donc, mais qui était à l'époque du Tendai. Le quartier où il se situe, ce Unin, s'appelait Murasaki-no.
Alors évidemment, ça n'a pas été sans conséquence. On a aussi voulu en faire l'endroit où se trouvait ce temple, le lieu de naissance de Murasaki Shikibu, et l'on montre même dans le temple le puits d'où fut tirée l'eau de son premier bain de nouveau-né, n'est-ce pas, le Ubuyu, donc le Murasaki Shikibu no Ubuyu. Le frère aîné de sa mère, donc de la mère du Genji, donc de Kiritsubo no Koi, il résidait, Komori, n'est-ce pas, je ne sais pas si... Oui, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Onani no Rishi no Komori Tamaeru Booni, n'est-ce pas? Donc le petit pavillon séparé où résidait ce Rishi, c'est-à-dire ce maître de discipline, qui était le frère aîné de la mère défunte du Genji. Alors, Rishi, c'est, vous savez, dans ce qu'on appelle les Sango, les trois niveaux de la hiérarchie bouddhique traditionnelle, il y en a plusieurs, mais Rishi, donc c'est le degré le plus bas, mais c'est pas mal quand même. Et donc, le Genji, vous voyez, s'y promettait de s'y consacrer à la lecture des Homon, n'est-ce pas, des écritures, c'est un terme très intéressant, Homon, enfin je ne sais pas pesantir dessus, et des Okonai, donc des pratiques pieuses, vous vous souvenez, ça aussi, on trouve dans le Sarashina Nikki, etc., on va au monastère pour faire toutes sortes de pieux exercices. Et il doit y aller, je ne sais s'il faut considérer que... une remarque ironique de la romancière, les derniers mots du paragraphe, n'est-ce pas? Nisan nichi owasuru ni aware naru koto o okari. Il y resta 2 ou 3 jours. Or, ce aware naru koto o okari, c'est très difficile à traduire. Je l'ai traduit fertile cependant en mouvement de l'âme. C'est effectivement fort court, mais nous connaissons suffisamment à présent l'intensité des sentiments qui assaillent le prince, résumés ici dans le terme aware, donc, pour pressentir qu'ils furent aussi profonds qu'éphémères. Nous ne pouvons malgré tout qu'admirer la diversité des activités bouddhiques du prince pendant ce court séjour. Je vais revenir dessus dans un instant, mais 2-3 jours, ce n'est pas très long, même maintenant. Mais en tout premier lieu, il fait preuve d'un intérêt tout à fait particulier pour la doctrine bouddhique, puisqu'il fait en sorte que se tienne en sa présence ce rituel on ne peut plus représentatif de l'école Tendai, à savoir les débats doctrinaux. Rongi, c'est l'avant-dernière ligne. Rongi, c'est ça, c'était. Kikoshi, mais ça, c'est un mot, n'est-ce pas? Il organise des rongi auxquels il assiste. Rongi, je vous en ai déjà parlé, je pense. Enfin, en tout cas, ça a été nous avons fait l'an dernier, ou il y a 2 ans, un colloque important à ce sujet. C'est l'un des principaux exercices à la fois religieux et scolastiques du Tendai et d'autres grandes écoles fondées. D'ailleurs, toutes les écoles japonaises et même le zen d'une certaine façon. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. J'ai déjà esquissé l'importance du rongi chez Dogen l'an dernier. Vous vous en souvenez peut-être. Donc, les rongi, ce sont des disputations faites en général sur des thèmes dogmatiques propres à telle ou telle école et souvent tirés, c'est sans doute le cas ici, de questions du scripturaire sur le Sutra du Lotus. Enfin, vous pouvez faire des rongi sur des points scripturaires ou sur des points proprement scolastiques. Très souvent, lorsque ce sont dans des cérémonies particulières, ce sera à partir de du sutra qui aura été lu. Donc, il se livre à ces débats doctrinaux, ce qui vient ajouter à la beauté du paysage. Vous voyez, Momiji yo yo hirozuki watarite, n'est-ce pas, Akino no no ito namame kitaru nado mitamaite, donc il contemple la beauté des couleurs de l'automne, la lande de l'automne, et Furusato mo wasunenu beku. Alors, il faut Obosaru, n'est-ce pas, ce qui l'amenait à penser qu'il allait oublier Furusato. Furusato, ici, Furusato, c'est Miyako, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le village natal, c'est la capitale, c'est la cour.
Mais selon son habitude, évidemment, au moment même où ses pensées devraient se diriger vers de plus hautes sphères, le monde phénoménal vient se rappeler à lui et il ressasse ses obsessions en contemplant la lune de l'aube. Et ses obsessions, c'est la misérable, n'est-ce pas, Ukishito Shimozo. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Enfin, c'est dans un passage intermédiaire. Ukishito Shimozo, c'est donc la Fujitsubo, si j'ose dire, qui le fait souffrir. Et les pensées contradictoires se succèdent. Aussitôt après, donc, entendant les préparatifs liturgiques des moines qui préparent le rongi et d'autres cérémonies, il est saisi de la pensée de l'absurdité de sa vie. Kono kata no itonami wa, ce que l'on fait ici, les activités d'ici, du monastère, kono yo mo tsurezure narazu, ce qui fait que dans cette existence même, eh bien, elle n'est pas inutile, on ne fait pas n'importe quoi, on ne perd pas son temps. Nochi no yom hata, tano moshi ge nadi, et pour ce qui est de la vie future, eh bien, on peut en avoir confiance. Et il réfléchit à sa propre condition. Samo ajikinaki mi omote nayamukana. Et moi, je suis ici à me morfondre sur l'absurdité de ma vie. Et cette pensée est confirmée par la voix solennelle de son oncle qui récite d'une belle voix, n'est-ce pas, Totoki, ce passage du Kanmuryo Jikyo, c'est-à-dire du sutra de la vie infinie, l'un des Amida Sandaibu, des 3 sutras de la terre pure, Jodo Sandaibu. Il rassemblera les êtres, le Bouddha, qu'il invoque, Nembutsu no Shujo, et il ne les abandonnera pas. Et il ne pouvait donc s'empêcher de ressentir de l'envie au regard d'une telle piété détachée du monde, mais il savait pourquoi il ne pourrait l'imiter, à cause de la princesse à qui il était attaché et qui perturbait ses pensées. Ito waroki kokoro naruya, n'est-ce pas? Voyez, himegimi no kokoro ni kakarite, omoide areta mozo, etc. Donc, il s'agit bien sûr donc de Murasaki ici. Alors, excusez-moi, Himegimi ici renvoie à Murasaki et pas à Fujitsubo. C'est la princesse, c'est son épouse, n'est-ce pas? Et cette pensée provoque avec celle-ci d'ailleurs un échange de lettres, bien que au monastère il a des messagers, et il va en faire un échange de lettres sur lequel nous passerons pour arriver à une mention très intéressante. Alors, remarquons à ce propos, avant de l'aborder, que la durée exacte du Genji au temple de Lurinji ne se limite difficilement aux 2 ou 3 jours dont il était question plus haut, si l'on considère tout ce qu'il y fait, et en particulier ceci, qui est très important pour notre propos. Rokujikan toyusho yomitamai. Alors, Obotsukanaki tokoro dokoro tokase nado shite owashimasu. Tandis qu'il lisait les 60 livres, se faisant expliquer les passages incertains. C'est Obotsukanashi, n'est-ce pas? Ce nom ne sait pas trop quoi penser. Se faisant expliquer par les moines, bien sûr. Nous découvrons ici, très probablement, dans cette mention, qui est, je crois, unique dans le Genji, l'origine de l'idée que nous avons brièvement examinée, vous en souvenez peut-être pour ne pas la retenir, d'un Genji Monogatari qui aurait contenu à l'origine 60 chapitres. Autant donc que les 60 livres dont il est question ici. Vous vous souvenez, c'est une idée récurrente qui vient dès le début de l'époque Kamakura et qui se répète encore tout récemment chez de grands spécialistes du Genji. C'est un rapprochement séduisant. C'est un rapprochement séduisant, mais ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne trouve pas souvent ce passage invoqué lorsque l'on expose cette thèse. Le terme de Rokujikan, nous l'avons dit, n'est pas si souvent utilisé,
Mais son sens de Tendai Sandaibu, ou bien Hokke Sandaibu, c'est-à-dire la trilogie du Tendai, la trilogie du lotus, est bien attesté. On peut aussi se demander s'il faut vraiment inclure, comme je n'en reviens pas là-dessus, on dit souvent que c'est donc les 30 livres que feraient les trois grands traités du maître du Tendai, Tendai Daishi, plus les 30 livres qui seraient constitués par les commentaires de son grand disciple, 6e patriarche du milieu du 8e siècle, un chinois du nom de Zhang Zhan, qui est Tannen en japonais, et qui aurait fait aussi donc 30 livres, ça fait 60. Mais ce n'est pas nécessaire. Souvent, les Sandaibu sont divisés, c'est-à-dire les 10 livres sont divisés en 2 parties, c'est-à-dire Joge, ça ne vous étonnera pas, ce qui fait qu'on trouve parfois mention des Nijukan pour chaque Sandaibu, n'est-ce pas, pour chacun de la trilogie. Donc ça ferait 60, même sans les commentaires. Enfin, quoi qu'il puisse en être, et même en maniant une méthode de lecture rapide, vous savez, comme disait Woody Allen, j'ai lu Guerre et Paix avec une méthode de lecture rapide, ça parle de la Russie. C'est à peu près la même chose. Enfin, même en faisant très vite, il semble difficile de réaliser un tel exploit en 3 jours. À moins de faire ce qu'on appelle du tendoku, n'est-ce pas, c'est-à-dire cette cérémonie, mais c'est uniquement dans un rite, c'est-à-dire on lit les premiers mots de chaque livre, on déploie en accordéon le livre japonais, n'est-ce pas, qui est plié comme vous voyez, et puis on le referme, et donc on a fini, on peut réciter très rapidement, mais manifestement ici c'est bien Toyusho Yomi Tamaite, et en plus c'est avec exégèse. Ce qu'il ne comprend pas, il se le fait expliquer. Donc, même si on peut penser que 2 cannes par jour pourraient être envisageables, ça fait quand même 30 jours. Enfin, donc, en tout cas, je ne voudrais pas revenir sur la question du nombre des chapitres. Mais quand même, ceux qui critiquent la thèse des 54 fondée sur la grille scolastique Tendai que j'ai tenté d'esquisser, auront beau jeu de dire qu'au moins la thèse de 60 chapitres a pour elle une mention explicite dans le roman lui-même. Mais outre le fait qu'une telle version n'est pas attestée, elle nous obligerait à reconsidérer l'ensemble du roman sous un jour différent de celui qu'implique la grille de 54 degrés, à savoir comme un commentaire à 3 niveaux du Sutra du Lotus, suivant l'échelle des 3 grands traités. Je vous rappelle que les 3 grands traités du Tendai, ça commence par le Hokkemongu, n'est-ce pas, c'est-à-dire le commentaire littéral. Les 3 traités reposent sur le Sutra du Lotus. Ils ont pour centre le Sutra du Lotus. C'est très important, au moins pour l'idée qui est derrière. J'essaye de faire la distinction entre l'idée que le Genji Monogatari aurait eu 60 livres pour imiter les 60 traités, et en même temps, je dis qu'il est indéniable qu'il y a une pensée lotusienne derrière le Genji Monogatari. Alors vous voyez, c'est assez subtil, enfin subtil je ne sais pas, mais il faut bien faire le départ entre les deux. Donc vous avez d'abord le Hokkemongu, ensuite vous avez le Hokkegengi, c'est-à-dire ce que je traduirais par le sens mystique du Sutra du Lotus, et puis ensuite vous avez le troisième, le plus lu des trois traités, qui est le Makashika, que je traduis par la somme de quiétude et de contemplation, ou la somme de contemplation. En général, les gens qui s'intéressent au Tendai, mais sans aller jusqu'au bout, enfin, de l'extérieur, disons sans être moine, lisent le Makashika. J'en ai souvent parlé déjà, nous avons beaucoup de témoignages de la propagation de la pensée du Makashika dans les milieux extra-monastiques de Heian. Mais il faudrait alors se demander comment le roman pourrait en lui-même constituer un commentaire du Lotus. Et j'avoue que la question me paraît vertigineuse, ça serait un défi en effet, et au moins autant que la réponse. Alors que la grille des 52 et plus 2 degrés, n'est-ce pas, a pour elle d'être dûment signalée par les 2 poèmes du début et de la fin dont nous avons parlé, qui évoquent le terme de Michi, la voix, n'est-ce pas, la voix, c'est-à-dire le Bosatsudo, qui est bien rythmé par 52 ou 41 ou 52 degrés, etc. Nous allons revoir ça dans un instant. Alors, mais il faut bien distinguer la structure du roman, d'une part,
Et là-dessus, je dois reconnaître mon hésitation à accepter cette idée des 60 chapitres qui entraînerait une trop étroite corrélation entre la trilogie du Tendai et le récit, et la portée générale du roman de l'autre. Il n'y a pas de doute que la grille des 54 degrés ne se comprend que dans une perspective Tendai, c'est-à-dire lotusienne, où les trois traités ont toute leur place. Nous allons voir que c'est bien la tonalité que confère Murasaki Shikibu à ce chapitre tout d'abord, mais qu'il va aussi, avec l'art consommé qui est le sien, reprendre et prolonger cette idée. Dans ce passage, alors que Genji est a priori le profane venu de la cour qui organise un débat un peu comme un spectacle, et c'est ce qui était d'ailleurs aussi les erongi, les disputations pour les nobles à l'époque de Heian, c'était un grand moment de pompe liturgique, n'est-ce pas? Et qu'il demande l'avis donc des moines sur les questions difficiles, il apparaît lui-même aux yeux de ces pieux érudits, j'espère que de ces pieux érudits, et même des plus humbles, n'est-ce pas? Ayashi no Hoshibara, on peut dire aussi Hoshibara, mais plutôt à l'époque sans Hoshibara. Le bada est en indice du pluriel ici, donc jusqu'au plus bas dans l'échelle hiérarchique. Il apparaît comme une sorte de manifestation surnaturelle dont ils se réjouissent fort. Yamadera niwa imijiki hikari okonai idashi tama. Alors, idashi tate matsuredi, n'est-ce pas? C'est une expression très intéressante. Et ensuite, hotoke no onmenmoku adi to. Alors, sur notre montagne, sur notre monastère de montagne, c'est-à-dire retiré loin de tout, c'est pas si loin que ça en réalité, mais Imijiki, donc une merveilleuse lumière a surgi de nos pratiques. Littéralement, Okonai Idashi Tate Matsuri, nous avons par nos pratiques fait surgir une lumière. C'est évidemment le Hikaru Genji, le Genji lumineux, n'est-ce pas? Et ensuite, cette phrase, Hotoke no onmenmoku adi. Alors c'est très curieux, la plupart des commentateurs et des traducteurs, j'ai regardé un peu partout, les commentateurs et les traducteurs japonais et les traducteurs occidentaux se livrent là à une espèce d'autorestriction dont je ne vois l'origine que par peur non pas de blasphémer, mais d'aller trop loin. Et on traduit en général quelque chose comme c'est un honneur pour le Bouddha, c'est un ornement pour le Bouddha, etc., etc. Tout le monde ici fait du japonais, je crois, ou presque tout le monde. Vous voyez que la phrase n'est pas compliquée. Hotoke no onmenmoku adi, je ne vois pas comment ça peut vouloir dire ça. C'est-à-dire le adi est le verbe d'existence, n'est-ce pas? Le verbe d'existence, il est, il se trouve, il existe. Ce n'est pas nari ni adi, ce n'est pas un verbe d'état. Et ce n'est pas le sens qui vient en premier à l'esprit. Même moku veut dire, en effet, on traduit souvent par mensu, n'est-ce pas? C'est-à-dire la face au sens de perdre la face, donc c'est-à-dire dignité. Mais dans le bouddhisme, et la plupart du temps dans le vocabulaire bouddhique, c'est un terme qui existe bien, et même lorsqu'il n'est pas utilisé, renforcé par Hondai no Menmoku, vous vous souvenez, c'est une expression que nous avons trouvée même dans le discours de Kawabata Yasunari, dans le discours du prix Nobel, où il cite un moine médiéval, et ça se trouve aussi évidemment chez Dogen, n'est-ce pas? C'est-à-dire la face originelle du Bouddha. Hondai no Menmoku. Ici, vous avez Hotoke no Menmoku. De onmenmoku, en plus renforcé par la particule honorifique, n'est-ce pas? Donc, il paraît surprenant que cette expression doive être prise dans sa dimension la plus faible, alors qu'elle est proférée ici par des moines. Donc je serais donc tenté de traduire d'une façon à la fois plus fidèle à l'usage bouddhique et plus en accord avec la proposition qui précède. Vous voyez, nous avons fait surgir une lumière par nos pratiques. D'ailleurs, les moines, en bons moines, ils se félicitent eux-mêmes, n'est-ce pas? Notre pratique a vraiment été efficace. Et donc,
puisque cette visite du prince est assimilée à la lumière surnaturelle des Bouddhas, surgit d'une pratique intense, et il conclut donc, nous avons la face du Bouddha présente parmi nous. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Hotoke no wanga hai ni wa, n'est-ce pas? Wareware ni hotoke no memmoku adi. Adi, c'est une expression sino-japonaise ici. Donc, nous avons, ou parmi nous se trouve, au milieu de nous se trouve, la face même du Bouddha, et c'est ce que ça veut dire ici. Ce qui s'accorde mieux avec l'image de la lumière. Alors, une telle hyperbole s'accorde bien dans sa dissonance même, comme toujours, avec Murasaki Shikibu et avec ce qui suit, où s'entremêlent les oxymores. Je vous traduis. Faites attention à cette shimeyakanite, n'est-ce pas? Yononaka o, alors, omohoshi tsuzukuru ni, kairan koto mo mono ukari nu bekeredo. Donc, prolongeant ainsi en tranquillité d'esprit ses pensées sur le monde, il devait lui sembler funeste, n'est-ce pas, mono ukari nu bekeredo, d'y retourner. Mais le souvenir d'une personne, bon, comme d'habitude, lui était une entrave. C'est le terme de Hodashi qui est ici, n'est-ce pas encore? Hodashi que nous avons vu déjà plusieurs fois, n'est-ce pas? Équivalent de Kizuna. Était une entrave et, ne pouvant rester plus longtemps, il fit un don munificent pour la récitation des Écritures. Donc, aussitôt donc, après avoir été comparé à la lumière du Bouddha, et même à la face du Bouddha, ces entraves sensuelles le ramènent au monde. Personne, parmi les commentateurs, ne semble avoir fait le lien entre l'emploi du mot adjectival shimeyaka, qui commence ce paragraphe, shimeyakani, tranquille, apaisé, et ce qui précède, et notamment la mention des 60 livres, Rokujikkan. Si nous acceptons, et il n'y a pas de raison de ne pas le faire, je vous l'ai dit, que ces 60 livres sont bien la trilogie du Tendai, il faut se rappeler que le dernier traité en est la somme de contemplation, comme je vous l'ai dit, le Makashikan. Littéralement, Maka, c'est le sanskrit Maha, la grande, sous-entendu somme, le grand traité, Shi, c'est l'arrêt, la quiescence, la mise à l'arrêt des pensées qui viennent vous tourmenter, et Kan, la contemplation. Et on se souviendra peut-être que dans les années précédentes, notamment au cours sur le Senjusho, j'avais déjà attiré l'attention sur l'usage de l'adjectif shizuka, qui est surtout employé adverbialement avec le verbe homou et ses synonymes, shizuka ni homou. Et je vous avais dit qu'il ne fallait pas alors le comprendre comme signifiant simplement penser tranquillement ou à tête reposée, comme la plupart des gens traduisent ici le shimeyaka, c'est-à-dire il était apaisé, mais qu'il s'agissait d'une référence directe au shikan. Et je vous avais montré à l'époque que très souvent, lorsque vous aviez le shikan, le makashikan dans les parages, qu'arrivait l'adjectif shizuka. Et donc, il fallait penser à la contemplation du Tendai, qui est décrite, les premiers mots du Makashikan, c'est Shikan no Myojo Taruwa, c'est-à-dire Akiraka ni Shizuka, n'est-ce pas? Vous avez le caractère Shizuka qui est lié au Shikan. C'est bien ce que nous avons ici, avec le Hikari qui décrit le Genji, c'est-à-dire la lumière, Myo, le Shikan est lumineux et apaisé. Et vous avez donc Hikari, et vous avez Shimeyaka, qui est le sens très voisin de Shizuka, employé avec un verbe de réflexion qui est ici homohosu, n'est-ce pas? Il faut donc bien admettre que nous avons déjà dans ce passage une relation entre cette locution et l'état de contemplation. Le Genji ne se contente donc pas de consacrer quelques tranquilles pensées à l'état du monde, mais il le considère en pensée apaisée par la pratique de contemplation du Tendai. Cela ne rend que plus fort le contraste avec ce qui suit, c'est-à-dire le rappel de l'entrave sensuelle que représente son amour pour Murasaki et quelques autres encore, n'est-ce pas? J'ai déjà montré que les termes évoquant la tranquillité d'esprit, même dans un contexte apparemment non bouddhique, ne sont pas à prendre à la légère et peuvent constituer une allusion délibérée à des termes bouddhiques précis, ce dès le Kokinshu. Je ne reviens pas là-dessus, j'ai déjà
plusieurs fois parlé, et c'est un motif d'une petite polémique avec quelques collègues japonais, mais je suis quasiment sûr de mon fait, n'est-ce pas, ce poème de Kino Tomonori, qui est dans le Kokinshu, et qu'on n'a jamais analysé comme un poème bouddhique, où justement vous avez ce Hisakata no Hikari no Nodokeki Haru no Shi Shizugokoro naku hana no chiruramu. Je vous passe l'explication la plus compliquée, mais vous voyez très bien que Hikari no Dokeki, donc la lumière apaisée, vous avez encore le Hikari de Myojo, n'est-ce pas? Et vous avez Shizugokoro naku, la pensée, la lumière apaisée, et Shizugokoro naku, la pensée tranquille. C'est une allusion évidente au Shikan no Myojo Taru, n'est-ce pas? Et si on n'avait pas compris, on le voit à la fin, Hana no Chiruramu, Chiru San, n'est-ce pas, se disperser, San et Kokoro, Chiru Kokoro, San Shin, c'est un terme de méditation bouddhique, la pensée qui se disperse. Et ce poème de Kino Tomonori, qui est le cousin de Kino Tsurayuki, celui qui a l'un des compilateurs et le préfacier surtout du Kokinshu, dit simplement les fleurs qui se dispersent au vent du printemps, eh bien c'est parce que leur méditation n'est pas assez solide. C'est un poème donc ironique, mais on voit bien l'assemblage des mots qui évoquent la contemplation du Tendai, n'est-ce pas? Donc, il n'est donc pas surprenant que Murasaki Shikibu fasse les mêmes associations d'idées, notamment ici, où l'on voit entremêler des termes aussi importants dans ce contexte que Hikari, Memmoku et Shimayaka. Et l'on voit que cela sert à renforcer ces procédés littéraires et donc vraiment la profondeur des liens bouddhiques qu'il y a dans ce sous-texte, n'est-ce pas? Et cela nous mène à une autre question très importante pour notre enquête, le fait que la romancière présente son personnage lisant les Rokujikkan, la trilogie du Tendai, donc les 60 livres, implique-t-il qu'elle les aurait lus elle-même? Qu'elle ait étudié elle aussi ce monument de la pensée bouddhique de Heian viendrait d'une part conforter notre interprétation de ce Shimayaka, mais encore que ce ne soit pas nécessaire parce que le lien est ici évident, mais après tout, beaucoup de gens de l'époque pourraient le faire d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Mais ce serait surtout un argument important pour soutenir l'idée de l'infrastructure idéologique bouddhique de tout le roman. Or, des indices disséminés dans ce chapitre même pourraient nous mener à une réponse positive à cette question. Nous y avons déjà fait brièvement allusion, mais nous voyons dans ce chapitre de brefs rappels de l'érudition du prince, l'érudition chinoise du prince. Ainsi, c'est ici, n'est-ce pas? Voilà, oui. La seconde citation. Yorozu no Monogatari. En passant, vous voyez encore l'acception de Monogatari, qui ne veut pas dire ici le roman, n'est-ce pas? Ça veut dire simplement la conversation. Monogatari, c'est raconter des choses, dire des choses. Causer, c'est presque la causette Monogatari. Il faut voir ça aussi. Mais donc, lorsqu'il est de retour de la capitale, après son séjour à Luji, n'est-ce pas, le Genji a une entrevue plutôt amicale, malgré les circonstances, avec son demi-frère, qui est l'empereur Suzaku, qui est l'empereur régnant. Or, nous trouvons ainsi résumé une partie de l'échange. Ils conversèrent à bâton rompu, Yorozu no Monogatari, n'est-ce pas, les 10 000 conversations, et c'est-à-dire l'empereur Fuminomichi no Obotsukanaku, n'est-ce pas, Omoho saruru koto domo nado towase tamaite. Donc, ils conversèrent à bâton rompu et l'empereur lui posa plusieurs questions sur des points qu'il estimait incertains de la voie des lettres. La voie des lettres, Fuminomichi, signifie bien sûr les lettres chinoises. Et c'est le même adjectif, vous l'avez remarqué, Obotsukanashi, qui était utilisé plus haut à propos des 60 livres et des questions que se posait cette fois le Genji sur ces livres, mais qui est utilisé ici à propos des termes chinois. Mais dans l'entrevue avec Suzaku, c'est le prince qui apparaît comme un expert en lettres chinoises. Et un peu plus loin encore dans le texte, nous le voyons organiser des réunions littéraires et même des concours munis de prix somptueux avec les meilleurs lettrés de l'époque sur les classiques chinois, où il brille encore par ses incomparables
connaissance. Bon, je ne vais pas vous résumer à quoi il s'amusait à l'époque, n'est-ce pas, mais c'est mieux que le bridge, à mon sens, enfin, encore que... Mais c'est-à-dire, on prenait des recueils poétiques, des poèmes de difficultés croissantes, et on cachait les rimes, et il fallait deviner les rimes de chaque poème, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle donc sai-in, fusagu-in, fusagaru-in, les rimes cachées, et c'est le premier caractère que vous avez ici, fusagi mote-yuku mamani, n'est-ce pas? Donc, on recouvre la rime et il faut la deviner. Et elles sont de plus en plus difficiles. Kataki-in no moji domo, ito okute. Alors, donc, à mesure que l'on couvrait les caractères aux rimes difficiles se faisaient plus nombreux, et en plusieurs endroits où les docteurs les plus distingués, n'est-ce pas, oboe aru hakase domo, nado no mario tokoro dokoro wo, c'est lui, c'est Uchi no Tamao-sama, Ito Koyonaki Onzai no Hodonari, n'est-ce pas? Et en plusieurs endroits où les docteurs les plus distingués étaient perplexes, ce fut lui qui plus d'une fois les résolut, ce qui montre combien singulière, n'est-ce pas, Konoyonaki étaient ses connaissances. Nous voyons qu'ici encore, Murasaki Shikibu insiste sur les connaissances littéraires chinoises du Genji, et singulièrement en présence de l'empereur, nous ne pouvons que nous remémorer ce qu'elle écrivait dans son journal, le journal de Murasaki Shikibu, à propos des cours particuliers, entre guillemets, qu'elle donnait presque clandestinement à l'impératrice, puis à l'empereur et d'autres grands de la cour. Dans une cour aussi raffinée, où les lettres chinoises étaient inculquées dès l'enfance, que notre écrivain puisse instruire l'empereur lui-même n'est pas un fait banal. Eût-elle pu se livrer au jeu des rimes cachées et y triompher? Il suffit d'évoquer l'omniprésence des poèmes de Hakudakuten de Pochui dans son roman pour se garder d'en nier la possibilité. Elle était très érudite. Et ce chapitre même, d'ailleurs le chapitre Sakaki, est parsemé de plusieurs citations du Shiki. Je vous passe dessus, il y a tout un jeu d'allusions, d'accusations d'espérances trahies qui se déroulent à travers des citations du Shiki, des mémoires historiques de Somatien, n'est-ce pas, de Shibasen. Mais je laisse tout ça de côté, évidemment. Vous savez bien que c'est un livre absolument inépuisable, et même ce chapitre est d'une richesse folle. Mais ce qui montre encore avec ce qui ne peut qu'ajouter, bien sûr, à la réputation d'âme des chroniques historiques. Vous vous souvenez, Nihongi no Tsubone, dont parlait l'empereur. Et surtout, qui montre avec quelle liberté la romancière manie les classiques chinois. Cette digression était nécessaire pour établir que nous pouvons supposer, sans crainte de nous tromper, que Murasaki Shikibu se sentait bien en harmonie avec son héros pour ce qui concernait la culture lettrée chinoise. Pouvons-nous aller plus loin et estimer qu'il en va de même pour ce qui concerne le bouddhisme et qu'elle aurait lu les 60 livres? Le fait qu'elle évoque le shikan par l'adjectif shimeyaka est certes un indice de sa connaissance des termes, mais jusqu'où pouvons-nous aller dans cette reconstitution? Peut-être pas très loin pour ce qui concerne la profondeur, et nous noterons que Murasaki Shikibu admet que le Genji rencontre des passages incertains, Obutsukanaki Tokoro Dokoro. Mais elle parlerait en ce cas pour elle aussi, si nous admettons cette espèce d'osmose entre l'auteur et son personnage. Mais nous pouvons dire encore une fois que cette mention de la trilogie Tendai donne une tonalité à tout le chapitre, tonalité que nous devrions voir se prolonger même au-delà, si nous gardons à l'esprit que la romancière ne varie jamais dans le maintien en arrière-plan de cette dimension bouddhique si fondamentale qu'on ne la remarque pas. Dans ce cas, la mention de la trilogie serait comme une clé, mais l'équivalent d'une clé de sol en quelque sorte, pour nous indiquer le mode de lecture. Et nous voyons effectivement ce dispositif mis en action dans la suite du chapitre, avec la description d'un rite bouddhique majeur, les Hokke Hakko, n'est-ce pas, ou Hachiko, je ne sais pas,
Bon, je vous avais déjà donné le chinois, le sino-japonais, donc les 8 conférences sur le Sutra du Lotus, n'est-ce pas? Nori no Hana no Hachi no Ko, n'est-ce pas? Que je traduis par l'octave du Lotus, l'octave étant au féminin aussi comme éphémère, et dont nous avons déjà relevé plusieurs fois l'importance dans la vie religieuse des dames et écrivains de l'époque, que ce soit Murasaki Shikibu elle-même, ou la fille de Fujiwara no de Sugawara no Takasue, c'est-à-dire l'auteur du Sanashina Nikki. Il s'agit ici donc de la cérémonie organisée par Fujitsubo, la favorite de l'empereur Kiritsubo, après la mort de la Kiritsubo no Koi, mère du Genji. Enfin, c'est-à-dire que la Fujitsubo était devenue la favorite après la mort de Kiritsubo no Koi, et elle était devenue impératrice et mère de Reizei, désignée comme successeur de l'empereur régnant alors, Suzaku. Donc, elle est impératrice en second, en quelque sorte, puisque la principale, c'est la Kokiden, n'est-ce pas, la mère de l'empereur Suzaku qui règne. Cette cérémonie se déroule 1 an après la mort de Kiritsubo no In, de l'empereur, donc, du précédent empereur. La scène est décrite avec de nombreux détails liturgiques que l'autoresse relève comme de coutume pour leur qualité esthétique. Mais c'est surtout le prélude à l'entrée en religion de Fujitsubo sous le parrainage de son oncle. Vous voyez, il y a toujours des oncles derrière tout cela, n'est-ce pas? Le préfet monastique de Yokawa, Yokawa no Sozu, qui est peut-être inspiré du grand moine Genshin lui-même. Alors, il est fait une brève description de l'ordre de l'octave, n'est-ce pas? C'était 4 journées, donc, et 8 demi-journées, c'est-à-dire une demi-journée par livre du Sutra du Lotus. Il faut bien distinguer les livres des chapitres, hein, je ne reviens pas là-dessus, mais les livres contiennent plusieurs chapitres. Il y a 28 chapitres dans le Sutra du Lotus et 8 livres. 8 livres dans le Sutra du Lotus japonais. En Chine, encore actuellement, si vous achetez le Sutra du Lotus en Chine, vous verrez qu'il y a 7 livres, mais je ne reviens pas là-dessus. Enfin, donc, le premier jour était dédié à l'empereur précédent, c'est-à-dire le père de Fujitsubo, et le jour suivant était pour la reine-mère, c'est-à-dire la mère de Fujitsubo. Je n'insiste pas sur les détails philologiques qui sont pourtant intéressants. Mais... Et le jour d'après, donc, le Mata no Hiwa, n'est-ce pas, la seconde ligne, le jour d'après encore, donc le 3e jour, était dédié à l'empereur qui venait de mourir, et c'était le jour du 5e livre. Évidemment, alors vous voyez tout de suite pourquoi je vous ai choisi ce passage, Itsumaki no Hi. Et donc, comme c'était le jour du 5e livre, les plus hauts dignitaires, Kandachime, Nadomo, faisant bien fi de toute prudence, Yono Tsutsumashisa, Mo Habakari Tamawade, s'y rendirent en grand nombre. Comme vous le savez, la cour est partagée en 2 factions, le clan de l'impératrice douairière Kokiden, la mère du souverain régnant Suzaku, dont nous avons vu qu'il entretenait des relations plutôt amicales avec son demi-frère, et la faction de Fujitsubo, l'autre favorite, mais en déclin en ce moment, qui est désormais effacée par le pouvoir de son aîné. Or, même les plus prudents décident de se rendre à la 3e journée, ce qui était assez dire l'importance de celle-ci, n'est-ce pas, la Itsumaki no Hi, le jour du 5e livre, que nous retrouvons ici, après l'avoir vu plusieurs fois mentionné, on se souviendra dans notre présentation préliminaire de la périphérie du Genji, du milieu bouddhique du Genji. C'est donc bien le livre qui commence par le chapitre 12, le chapitre, n'est-ce pas, qui est le don des dieux d'Aibadat Tahon, celui où est exposée l'obtention de l'état de Bouddha par la fille du roi des dragons. Vous vous souvenez, on a suffisamment insisté là-dessus. Mais ce n'est pas cet épisode auquel il est fait allusion ici, mais au tout début du chapitre, de ce même chapitre 12, donc, qui expose la célèbre histoire, la relation Innen, où le Bouddha Shakyamuni narre comment, dans un très lointain passé, et là j'aurais vraiment voulu vous donner des illustrations, mais je ne peux pas, enfin, j'essaierai d'en donner au cours final. Il obtint d'entendre la récitation du Sutra du Lotus de la bouche d'un ermite anachorète à Shisen, qu'il avait contraint en échange à un service on ne peut plus contraire au droit du travail le plus élémentaire, cueillir des fruits,
puiser de l'eau, préparer le repas et faire même de son corps une couche et un siège pour l'ermite, ce qui nous emmène un peu loin. C'est ainsi qu'il obtint de cet ermite tyrannique une première révélation de ce qui sera au fil des âges cosmiques le point culminant de son enseignement, le Sutra du Lotus. Il est révélé ensuite dans ce chapitre, avant l'épisode de la petite fille du dragon, n'est-ce pas, que cet ermite n'est autre que Devadatta, Daibadatta, c'est-à-dire don des dieux, le cousin et archi-ennemi de Shakyamuni. Vous savez, c'est une sorte de colonel Ulrich du bouddhisme, de la vie de Shakyamuni, dont il est dit dans ce chapitre qu'il deviendra à son tour Bouddha, c'est-à-dire le pire des hommes, le pire des ennemis de Shakyamuni, est promis ici à la bouddhéité. Et donc, on comprend l'intérêt de ce chapitre dans l'économie du lotus. Aussi bien les êtres les plus dépravés moralement, comme Daibadatta, que des êtres non humains, comme les dragons. Les dragons, vous savez, les dragons sont classés dans cette catégorie qu'on appelle les nimpinin, c'est-à-dire shito ni shite, shito ni arazu. C'est-à-dire ils sont à la fois, ils sont humains et non humains, c'est-à-dire ils sont pas tout à fait humains. Donc normalement, ce sont des êtres que les anciens bouddhistes auraient écartés à tout jamais de la possibilité de devenir Bouddha. Mais même ces êtres-là deviendront des éveillés. C'est évidemment un espoir pour la plupart des humains que nous sommes. Les êtres immoraux et les femmes deviendront Bouddha. Il est remarquable que l'un des premiers poèmes classés comme Shakyoka, d'ailleurs, vous allez voir qu'il joue un rôle ici. Ah oui, ça c'est la citation du Sutra du Lotus. Bon, c'est ce que je viens de vous dire à peu près, n'est-ce pas? Donc, il est remarquable que l'un des premiers poèmes classés comme Shakyoka, c'est-à-dire un poème à thème bouddhique, qui est attribué à Gyoki Bosatsu, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui est un personnage illustre, qui est à la fois un personnage historique, mais légendaire, enfin, un peu comme Kukai, n'est-ce pas, par tout ce qu'on lui prête, n'est-ce pas. Il est mort en 749, c'est-à-dire juste avant la fondation des grands temples de Nara, n'est-ce pas, du Toshodaiji et du Todaiji, et lui-même relève de l'école Hossoshu. Le Hosso, donc, qui est à la fois une école extrêmement philosophique, mais qui s'appuie sur le Sutra du Lotus, ce qui explique ce poème que je vous donne ici, n'est-ce pas. Donc ce poème est significatif par son insignifiance même, je pourrais dire, n'est-ce pas? C'est un poème qui n'est pas très poétique, c'est justement, et ce qui fait toute sa qualité de Shakyoka, c'est même un homonka, c'est-à-dire un poème scripturaire, un poème qui ne fait que remettre en termes poétiques la citation chinoise du Sutra du Lotus. Mais c'est ce poème très certainement qui est utilisé dans le Genji Monogatari ici, puisque l'on voit que le maître de conférence, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui qui va exposer le contenu de la lecture qui va être faite du Sutra du Lotus pour ce jour-là, donc Kyo no Koshi ou Koji wa Kokoro Kotoni erasase tamaereba, n'est-ce pas, il avait été choisi par l'impératrice avec un soin particulier. Et donc, il commence à lire le, vous voyez, Takingi Koru, il commence à lire le Hodo Yori, c'est pas précisé, mais il commence à lire les mots couper le bois à brûler. Il commence à lire les mots sur la coupe du bois à brûler, et de façon si solennel, n'est-ce pas, que ces mots qui étaient très familiers, Onaju Yukoto no Hamo, Imiju Totoshi, ces mots qui étaient toujours les mêmes, parce qu'il commence chacune de ces cérémonies, et il est élongué aussi. Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir là-dessus, mais ici, il résonne de façon tout à fait particulière. Or, que dit on voit bien qu'il s'agit de ce texte, puisque dans le Sutra du Lotus, dont je vous donne la version tout à l'heure, plus haut, n'est-ce pas, ce terme de bois à brûler, takingi,
est utilisé avec deux verbes différents, hirou et toru, mais pas avec le verbe koru, couper, qui est utilisé ici, takingi koru, n'est-ce pas? Donc on voit que ce n'est pas une citation directe du Sutra du Lotus, mais c'est une citation du poème que je vous donne en romaji. Je n'ai pas eu le temps de retranscrire en hiragana, je suis désolé, je l'ai pris dans un article précédent. Je vous donne ce poème de Yoki Bosatsu. Le Sutra du Lotus, si je l'ai obtenu, c'est en coupant le bois à brûler, en cueillant les plantes et puisant de l'eau, en servant ainsi, n'est-ce pas, Tsukaete, Zo Eshi, en servant ainsi, en travaillant ainsi, que je l'ai obtenu. Ce poème eut une grande fortune dans le Tendai et se trouva très souvent récité dans les cérémonies et dans les rongi en particulier, assimilant ainsi le travail manuel au travail intellectuel ou rituel. Ces mots sont dits familiers car ils étaient de fait récités dans tous ces rites lotusiens. Mais leur résonance particulière ici est due tout autant à la tristesse du décès de l'empereur que la tristesse causée par le départ du monde de Fujitsubo, qu'il ne pourra plus revoir. Donc vous voyez ici le mélange entre les différents niveaux, toujours modulé par le Sutra du Lotus. Toute cette scène, nous n'en serons pas étonnés, est le prélude à un échange poétique entre les deux amants. Et en conformité avec les circonstances individuelles de chacun et avec le paysage sonore, n'est-ce pas, ce fameux soundscape spirituel esquissé par la description du rituel de l'octave des lotus, ces deux poèmes prennent une forme ou une tonalité plutôt très proche des Shakyoka, des poèmes à thème bouddhique, mais comportent encrypté un élément qui transforme ces poèmes spirituels en rappel presque tragique des exigences du monde. Et c'est très intéressant parce que normalement, un poème, même pas bouddhique japonais, va du phénoménal à l'extra-phénoménal, mais là c'est le contraire. C'est-à-dire ce sont des poèmes à thème apparemment bouddhique, c'est-à-dire transcendant, mais qui nous ramènent dans le monde. Je vais vous le donner ici. Le premier je vous donne cet échange. Le premier poème est l'œuvre du Genji. Bien que j'aspire, alors je vous le traduis, parce que nous n'avons très peu de temps. Bien que j'aspire à cette demeure au-dessus des nuages, qui est la vôtre, c'est-à-dire elle va entrer au couvent, n'est-ce pas, où la lune est claire, Tsuki no sumu, la lune est éclaircie, la lune est purifiée, devrais-je errer encore dans les ténèbres de ce monde? Kono yo no namini, yamini, dans les ténèbres de ce monde. Ce à quoi Fujitsubo répond, O kata no uki ni tsukete wa. Malgré ma répugnance pour tout ce qui est sinistre en ce qui nous entoure, c'est ainsi que je traduis de façon un peu libre, quand pourrais-je complètement rejeter ce monde? Itsuka kono yo sumuki hatsubeki. Les deux poèmes prennent tout leur sens si l'on comprend le jeu de mots qui est en leur cœur. Le mot ko, voyez, ko no yo wo et ko no yo no yamini. Pardon. Je simplifie un peu parce que nous sommes déjà. Il faut voir que ces deux poèmes sont une référence à un poème qui est très célèbre, qui est dans le Gosenshu, n'est-ce pas, donc la deuxième des anthologies impériales, attribuée à Fujiwara no Kanesuke, qui est donc grosso modo du milieu du Xe siècle, et ce poème que je vous donne ici, je vous le traduis. Shito no oya no kokoro wa yami ni arane domo. Des parents que nous sommes, le cœur certes n'est pas enténébré, mais comme il se perd sur la voie des pensées pour leur enfant. Ko o omou michi. Donc vous avez kokoro wa yami ni arane domo, yami, ici là, les ténèbres n'est pas enténébré, et ko omou michi, en pensant la voie qui est celle de la pensée des enfants. Donc, et on peut d'ailleurs aller plus loin, c'est pas donné par les commentateurs, mais yami est aussi le déverbal de yamu, n'est-ce pas, c'est-à-dire être malade. Cette obscurité de l'amour parental est aussi une sorte de maladie, kokoro no yami, n'est-ce pas, une maladie qui empêche
qui empêche toute pensée droite, n'est-ce pas? Mais en même temps, n'oublions pas que c'est quelque chose qui est yamini alane dobo. Ce n'est pourtant pas une maladie, hein, mais ce n'est pas vraiment les ténèbres. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Mais donc, si l'on lit à cette lumière les deux poèmes, l'échange des deux poèmes, donc on peut dire que les derniers vers, pour le Genji, le vers du Genji signifie « Devrais-je errer encore dans les ténèbres de l'incertitude concernant notre fils ?» C'est le petit Eisei qui deviendra empereur plus tard, mais qui maintenant, au moment où la Kokiden tient le haut du pavé à la cour, eh bien, sa situation est en danger. Et si Fujitsubo va au couvent, il aura encore moins de protection, n'est-ce pas? Et Fujitsubo de répondre en conséquence, comment pourrais-je complètement me désintéresser de notre fils? C'est l'obstacle majeur à son entrée au monastère. Donc on le voit encore une fois, ce qui fait la complexité des personnages du Genji n'est pas seulement l'invraisemblable imbroglio des affaires de cœur passées, présentes et futures, qui ne sont jamais terminées et dont les traces affleurent à la surface des événements à la moindre occasion. C'est avant tout le fait, excusez-moi, c'est avant tout le fait que ces sentiments si humains soient enchâssés dans une vision bouddhique de la morale. Celle-ci n'est aucunement, pour Murasaki Shikibu du moins, une morale prescriptive, mais une morale descriptive. Vous me direz que c'est le propre des romanciers, mais ici c'est encore plus singulier, parce qu'en mettant constamment les actes de ces personnages, les actes c'est go, le karma, n'est-ce pas, au regard de la doctrine bouddhique, ce qu'elle fait immanquablement lorsque les circonstances narratives s'y prêtent, elle fait bien entendre au lecteur de quel côté vont ce qu'il faut bien appeler ces jugements moraux. Mais même alors, elle ne se prive jamais de déclarer au lecteur son admiration constante pour son héros, en des termes qui rappellent celles que nous avions lues dans le journal de la fille de Takasue, n'est-ce pas? C'est un véritable manifeste de groupie. Et je vous dis ici, je vous donne ici ce passage tout à fait amusant, enfin touchant même, et dont l'équivalent revient plusieurs fois dans le roman, n'est-ce pas? Shinno Tachimo, bien on peut dire aussi Miko Tachimo, n'est-ce pas? Samazama no Homochi Sasagete Meguritamoni. Tandis que les princes impériaux défilaient tour à tour pour présenter leur offrande lors de la cérémonie, Taisho Dono no Goyoi nado Nao Niru Mono Nashi. Rien ne pouvait se comparer à ce qu'avait préparé pour cela le grand officier, c'est-à-dire Genji. Alors, ensuite, Tsuneni Onajikoto no yo naredo, Mitate matsuru tabi goto ni, mizurashi karam oba ikanga wasen. Je donne peut-être toujours l'impression de dire la même chose, enfin je traduis de façon un peu. Mais chaque fois que je le vois, Mitate Matsuru Tabini, elle se présente comme une sorte de spectatrice, n'est-ce pas? Mais je le trouve admirable. Ikanga Wasem, que puis-je y faire? Voilà, c'est. Donc, excusez-moi. Une fois de plus vient à l'esprit, en lisant ces lignes, dont nous n'avons nulle raison de douter de la sincérité, écrite par une romancière amoureuse de son personnage, l'expression de Furyu Butsu, utilisée dans un contexte fort différent et à l'époque moderne par le grand romancier néo-archaïsant Koda Lohan, un Bouddha libertin, un Bouddha en ce monde.
Alors, on pense que c'est peut-être l'une de mes obsessions. Pourquoi ce Furyubutsu et Kodarohan? C'est qu'il faut savoir que cette novelle-là, n'est-ce pas, ce roman court très intéressant de Kodarohan, qui s'appelle Furyubutsu, donc un Bouddha élégant, un Bouddha d'élégance. Enfin, c'est un oxymore, encore une fois, n'est-ce pas? Le Bouddha, bien que très bien de sa personne, ne peut pas être considéré comme élégant, ni encore moins libertin. Mais Kodarohan a rédigé cette nouvelle en la rythmant par le Sutra du Lotus. C'est-à-dire que ça commence d'ailleurs par Nyosegamon, c'est-à-dire comme un sutra, ainsi l'ai-je entendu dire, et ensuite il utilise les 10 parties, ce sont les 10 incités, les Ju-Nyose du Sutra du Lotus. C'est-à-dire que Kodarohan, je vous épargne et en plus c'est écrit en un merveilleux japonais classique, enfin, sino-japonais, n'est-ce pas? Donc Kodarohan fait vraiment, se situe pleinement, on a l'impression qu'il réalise dans ce roman très court, ce que n'a pas fait Murasaki Shikibu, c'est-à-dire qu'il met un roman dans le contexte en arrière-plan, ayant en arrière-plan le Sutra du Lotus. Donc, ces cris d'admiration de Murasaki Shikibu s'entendent au milieu de comparaisons à teneur religieuse. Par 2 fois au moins dans ses descriptions liturgiques, la romancière évoque la splendeur de la terre pure, Gokuraku, à propos de la pompe liturgique déployée lors de ces cérémonies. On sait bien que, étant donné l'époque, il s'agit du paradis d'Amida, ce qui est confirmé par les citations du Kan Muryōji-kyō faites par l'oncle du Genji. Donc, en bref, c'est bel et bien dans les chapitres où la doctrine bouddhique est évoquée de la façon la plus explicite que la romancière se sent libre d'exprimer le caractère paradoxal de son attitude à l'égard du Genji, et qui nous invite aussi à nous interroger sur le réel statut de ce personnage et du livre qu'il écrit à travers son auteur. C'est le Genji, en quelque sorte, qui écrit, ou c'est Murasaki Shikibu qui s'imagine en tant que Genji. Et donc, voilà pour ce chapitre 10, le Sakaki, placé sous le symbole par excellence des dieux du Japon, mais se déployant dans tout son sens le plus profond au cœur de la doctrine bouddhique, symbolisée, elle, par la liturgie du Tendai. Nous ne pouvons bien sûr que survoler ce livre-univers, où de plus grands philologues que nous ont passé une vie d'études. C'est un roman-monde, si ce n'était que le monde qui y est décrit, à la différence de ce qui est entendu dans cette expression assez récente de la critique littéraire, ce qui est décrit est minuscule, mais c'est précisément le bouddhisme qui lui confère une ampleur universelle. Et il nous faut continuer d'examiner le roman à cette lumière. Nous franchirons donc une trentaine de chapitres pour arriver à un autre chapitre très important, ils le sont tous d'ailleurs, du point de vue qui nous concerne. Il s'agit du chapitre 40, intitulé Minori. On pourrait me faire grief de n'avoir pas commencé par là, tant ce titre exprime à lui seul la préoccupation centrale de notre enquête, qui est le bouddhisme dans le Genji. Et Minori, ça signifie la loi bouddhique, n'est-ce pas? Or, il est déjà curieux de voir la divergence des traducteurs occidentaux de leur tentative de rendre ce terme si fondamental. Minori, la loi, l'auguste loi. Si Arthur Waley a choisi The Law, de même que Cipher, plus explicite encore, qui traduit par la loi du Bouddha, nous voyons Zeidensticker, qui est à son habitude traducteur contrariant, sinon contrariant, s'écarter de façon notable de ses prédécesseurs en choisissant The Rites, les rites. Et Tyler, en réaction attendue d'ailleurs à l'égard de Zeidensticker, revient à The Law. Tandis que Washburn, le dernier traducteur, nous donne en une habile conciliation Rites of the Sacred Law, les rites de la loi sacrée. Pourquoi de telles divergences? Et faut-il choisir à notre tour l'une des deux factions qui se dessinent à travers ces traductions? Observons tout d'abord que ce chapitre, quoique fort court, est d'importance majeure dans ce que je me plais à appeler l'économie du roman. Comme chacun sait, il y décrit, le 40e chapitre, Minori, la maladie et la mort de la femme d'alors du Genji, Murasaki no Ue, qu'il avait élevée amoureusement à partir du chapitre 5, Waka Murasaki, vous vous en souvenez, avant d'en faire brutalement son épouse au chapitre 9, Aoi. Nous avons quitté le prince radieux au chapitre 10, Sakaki, alors qu'il avait entre 23 et 25 ans, et il a à présent 51 ans. Et comme on le sait aussi,
Ce chapitre est le prélude au 41e, ça ne vous étonnera pas après le 40e, Maboroshi, l'illusion, le mirage, où le prince apparaît pour la dernière fois avant de s'effacer dans un chapitre qui n'existe pas, le Kumogakude, le chapitre inconnu, n'est-ce pas, dont on connaît seulement le titre, Occultation dans les nuages, euphémisme qui désigne la mort des grands personnages. Il ne s'agit donc pas de n'importe quel chapitre du livre. Et ainsi que nous y avons fait allusion dans les premiers cours, si nous admettons que les chapitres 40 et 41 avaient été les derniers dans le projet initial de la romancière, il faudrait alors admettre dans une grille de 40 ou 41 degrés vers l'éveil que nous arriverions ici à la 10e terre de Bodhisattva, dans les 10 terres de Bodhisattva, qui est appelée justement la terre du nuage de la loi, Hounji, c'est-à-dire Mi-Nori no Kumo. L'étape suivante devant ou pouvant être le passage à l'état du Bouddha. Dans cette espèce de sutra à rebours, ainsi que nous pourrions considérer le Genji Monogatari, comme je vous l'ai déjà dit, il serait tout à fait indiqué que la fin de la vie des deux protagonistes majeurs coïncide avec cette ère de non-libération ici. Et la séquence du chapitre et non-chapitre suivant, le Maboroshi, l'illusion, et Kumogakude, viendrait appuyer cette interprétation cachée dans les nuées. Et la 10e terre s'appelant Hounji, le nuage de la loi, vous voyez que vous avez Minori et Kumo à 2 chapitres d'intervalle. Il faut savoir en effet que dans les poèmes à thème bouddhique, les Shakkyoka, donc, l'expression Kumogakude se trouve très fréquemment employée et se réfère au nirvana du Bouddha, dont nous avons dit qu'il ne s'agissait, vous le savez, que d'une montrance expédientielle. Le nirvana du Bouddha, c'est de la mise en scène. Et en voici un illustre exemple du poète Shunze, n'est-ce pas? Donc un poète très influencé par le Tendai de la fin de Heian, dans la fin du XIIe siècle. Constamment en demeure au mont des aigles, la lune elle-même, pour que vous y songiez, se cache dans les nuées. Vous voyez, Kumogakude Keno. C'est la lune se cache dans les nuées. Ce terme, oui, il faut savoir que c'est sur un passage du lotus qui concerne justement le nirvana du Bouddha. Donc, ce terme de Kumogakude est donc éminemment bouddhique et se réfère à une doctrine précise de l'école de Tendai, tout en ayant fait l'objet de nombreux poèmes bouddhiques. Il faudra revenir sur ce point. Les Kumogakude, vous en avez énormément dans la poésie bouddhique, qui se réfèrent toutes ou presque toutes au nirvana du Bouddha, au fait que le Bouddha existe toujours, vous voyez, tsuneni sumu, il existe toujours. Comme la lune existe toujours, même quand elle est cachée par les montagnes, n'est-ce pas? Donc il existe toujours, mais caché dans les nuées. Il semble donc, au vu de ce faisceau de rencontres, qu'il serait plus que réducteur de se cantonner à traduire Minori par rite. Nous devons donc le prendre au sens qu'il a le plus souvent et le plus assurément, compte tenu de l'atmosphère lotusienne qui baigne l'ensemble de l'œuvre, le sens donc de auguste loi, Minori, c'est-à-dire non pas la loi du Bouddha en général, mais la traduction japonaise ordinaire du sino-japonais Myoho, qui signifie la loi sublime, c'est-à-dire Myoho Rengekyo, n'est-ce pas, le sutra de la fleur de lotus de la loi sublime, c'est le sutra du lotus. Minori, c'est la loi du lotus, l'enseignement du lotus, et pas la loi bouddhique en général. Il est bien évident que la description du rite effectué sur l'ordre de Murasaki Inoue dans ce chapitre, qui est la copie de 1000 exemplaires du Sutra du Lotus, constitue à lui seul le Minori du titre. Mais il porte à la fois, pourrait-on dire, sur le contenu et le contenant. Mais traduire par la loi seulement donc ne suffit pas. Dans le bouddhisme de Heian, il s'agit bel et bien de l'auguste loi du Sutra du Lotus, et il est curieux que tous les traducteurs se soient obstinés à ne pas voir ce lien si évident. Donnons-en, pour nous en convaincre, parmi d'innombrables exemples, ce poème de Fujiwara no Nariyuki, vous voyez, exact contemporain de Murasaki Shikibu, 972-1028. Bon, on admet que Murasaki Shikibu serait morte vers 1014, en tout cas avant 1020, donc, et qui fait le lien sémantique entre auguste loi
Minori, et ce jeu de mots évident, évidemment, Minori, Minoru, qui est la traduction, la lecture japonaise du caractère Jitsu. Jitsu, n'est-ce pas, qui veut dire la réalité, le réel, mais qui veut dire aussi le fruit, Mi. Et Minori, donc c'est le fruit. Donc je reviendrai là-dessus la semaine prochaine parce qu'on a très peu de temps, mais je vous donne simplement ce poème donc, qui vous indique bien le lien entre le fruit et la loi. Mukashi mishi hana no iro iro, chirikau wa kyou no minori no tameshi naruran. La dispersion des fleurs, jadis contemplées, pêle-mêle en leurs couleurs, cette dispersion même deviendra le signe ou la preuve, shirushi, de l'auguste loi ou bien du fruit d'aujourd'hui. Kyo no minori, vous voyez que les fleurs se dispersent parce que le fruit va apparaître. Les fleurs, ce sont les paroles des différents sutras qui ont été prononcées avant le sutra du lotus, et voilà qu'apparaît le vrai fruit, Minori, qui est l'auguste loi du lotus. Vous voyez le jeu de mots entre le fruit et l'auguste loi du lotus. Le lotus est la loi réelle et le fruit des fleurs de l'impermanence, comme les doctrines expédentielles qui l'ont précédé. Donc j'espère avoir montré que ce serait une erreur grave pour la compréhension du roman que de traduire ce chapitre important, le plus explicite du livre, par son caractère bouddhique, par autre chose que son sens le plus naturel pour l'époque, l'auguste loi, voire l'enseignement du lotus. Et nous verrons la prochaine fois, à présent que nous sommes certains du titre, quel en est le contenu. Et je vous remercie pour aujourd'hui.